Merci Vincent Kaufmann pour votre exposé extrêmement clair, extrêmement vivant, grand lecteur de bord. Et rassurez-vous, ce n'était pas du tout une hagiographie que vous nous avez livrée ce matin. Je passe la parole à Anne Léon-Millet, qui est philosophe et qui a écrit sur les rapports entre la philosophie et la fiction, et sur le paysage et sur la pensée architecturale. Voilà, et ce matin, ce sera sur Debord. Alors, eh bien, je reprendrai donc assez directement le fil du propos de Vincent Kaufmann, en commençant par cette difficulté que nous avons à parler de Debord, car il n'est même pas sûr que s'il était là avec nous, nous puissions dire la moindre chose, et pas simplement, je crois, parce que nous n'en prendrions que des bribes au lieu de prendre la totalité, mais parce que nous sommes confrontés à quelque chose qui est effectivement l'extraordinaire solitude de cette parole. Je dirais donc, pour commencer, que la difficulté pour moi à parler de Guy Debord, elle se formule ainsi: comment parler de lui sans qu'il se trouve d'emblée éloigné dans une représentation? Et pour continuer ma paraphrase, je dirais donc comment rester direct. Je crois que nous rencontrons face à Guy Debord la même difficulté à parler de lui que Guy Debord a parlé de la société du spectacle, mais nous n'avons pas les mêmes moyens stylistiques. Et la raison pour laquelle il est si difficile d'en parler, c'est que nous devons admettre là quelque chose comme une impossibilité. Il me semble que c'est dans cette impossibilité qu'il faut chercher peut-être la raison de l'agressivité des prostituts, n'est-ce pas, qui, eux, veulent ignorer cette impossibilité qui insiste et qui persiste. Autrement dit, face au texte de Guy Debord, nous sommes dans une situation qui est la même, c'est-à-dire une situation qui consiste à affronter l'impossible ou à vivre l'invivable d'une certaine façon. Son texte nous renvoie toujours à cela. La difficulté, c'est aussi la présence du jugement, parce que depuis son texte, Guy Debord nous juge comme il a jugé ses comparses. Et ce n'est pas tant lui qui nous juge que son écriture qui nous juge. Quand je lis Nietzsche, je me pose toujours la question de savoir si je suis capable de danser. Je m'explique. Quand je lis Nietzsche, je me demande toujours si je suis capable de penser comme en dansant. Et je pense que Guy Debord adresse une question semblable, mais dont la violence est encore plus grande. C'est-à-dire que Guy Debord nous interroge sur notre capacité et notre résistance physique à l'alcool, par exemple, mais il y a là quelque chose qui se prête à l'évocation de nos libations d'hier, mais qui concerne, me semble-t-il, la manière même dont Guy Debord met en scène cet alcoolisme, qui serait finalement une manière de faire la guerre, de se représenter en guerrier de l'alcool. Donc, il interroge notre résistance physique et notre résistance mentale. Il interroge notre capacité à faire face à cette impossibilité. Il interroge nos forces, il interroge notre possibilité. Et il nous demande de quoi nous sommes capables et de quoi est en jeu dans cette capacité. Je pense que Guy Debord pose une question dont la violence est extrême. Est-ce que nous sommes capables de vivre, et est-ce qu'il peut nous apprendre à vivre? Voilà, je crois, la source d'une difficulté qui, pour moi, est essentielle. Je vais passer maintenant à une autre face, qui serait, pour ainsi dire, une face théorique, mais il me semble que c'est la continuation de la même chose.
je vais prendre un point de... Mon point de vue sera entièrement interprétatif. La société du spectacle a donné raison à Platon. Je rappelle que dans les lettres à Hervé Falcou, il parle du mythe de la caverne. Hein, il y consacre quelques lignes. Et effectivement, c'est ce que dit la société du spectacle, le texte, n'est-ce pas? La société du spectacle, elle, philosophise la réalité. Et nous y sommes, finalement, hein, comme nous sommes dans la caverne de Platon. Et si on pense au dispositif de la caverne de Platon, la question qui se pose n'est pas de rendre compte de ce qui est derrière les apparences. Mais si on prend Platon au sérieux, il s'agit de rendre compte de ce qui est derrière notre dos. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est ainsi que j'expliquerai la rhétorique si particulière de la société du spectacle. Pour faire vite, j'évoque Louis Althusser dans son magnifique texte sur la philosophie. Il définit son engagement dans le matérialisme en disant que, enfant, il se demandait si les grandes personnes avaient un derrière. Et il dit que la philosophie, que le matérialisme en philosophie consiste à s'intéresser au derrière de la philosophie. Hein. Autrement dit, le marxisme de Guy Debord, eh bien, a à voir avec cette question de ce qui vient par derrière. Mais d'un autre côté, cette théorie du derrière s'adosse à une autre théorie qui est celle du devant. Et c'est celle de Hegel, la philosophie qui a formulé la théorie de la réalisation par excellence, la théorie selon laquelle l'idée seule était la réalité. On voit bien ici se mettre en place ce qui est la double origine, la double rhétorique hegeliano-marxiste si étrange de la société du spectacle, puisqu'il s'agit bien d'un dispositif qui fonctionne comme le recto et le verso d'une feuille de papier, n'est-ce pas? Hegel et Marx sont là comme recto et verso de cette feuille de papier. Et ce dispositif doit permettre de rendre visible quelque chose qui est la profondeur de l'apparence, ce qui est tout à fait autre chose que ce qui serait caché derrière elle. Voilà. Alors, voilà ce qui fait, me semble-t-il, et ce serait la réponse que j'apporterai à la question qu'a soulevée Vincent Kaufmann tout à l'heure quant au statut si particulier du texte qu'est la société du spectacle, n'est-ce pas? Il tient au fait qu'on a affaire à ceci, qu'un dispositif littéraire, c'est-à-dire où le théorique là et le littéraire pour le coup au sens de la mise en œuvre par une écriture ne se distingue pas du tout, n'est-ce pas? C'est ce dispositif littéraire qui va donner à la société du spectacle cette visibilité invisible dans le voir. C'est donc vraiment là l'écriture, n'est-ce pas, qui fait voir. Et je dirais que cette visibilité, n'est-ce pas, elle est tout à fait problématique, puisque si et elle prouve que le situationnisme n'existe pas, comme l'a dit Guy Debord, n'est-ce pas? Parce que si Marx, c'est le recto, et Hegel, le verso, ou le contraire, peu importe, qu'est-ce que c'est qu'une feuille de papier sans son recto? Qu'est-ce qui, dans la feuille de papier, n'est pas le recto et le verso? C'est le situationnisme, c'est-à-dire probablement l'écriture de Guy Debord. Voilà. Je poursuivrai, il me semble, et je voudrais vraiment que mon intervention soit brève, il me semble qu'on peut poursuivre cette comparaison avec ce qui se joue dans les commentaires de la société du spectacle, puisque ce qui va désormais s'appliquer au spectaculaire intégré nécessite le changement de dispositif d'écriture. C'est ici que va intervenir une autre manière de donner de la profondeur au plan, n'est-ce pas, de donner de la profondeur à l'apparence, le recours
va être fait au XVIIe siècle français. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Je veux juste revenir maintenant sur cette feuille de papier problématique. Et il me semble que toute l'existence de Guy Debord a consisté à occuper justement ce lieu impossible, n'est-ce pas, qui serait, et pourtant bien réel, de ceux qui, dans la feuille de papier, n'est ni son recto, ni son verso. D'abord, je veux dire, au niveau concret, c'est-à-dire par l'écriture, puisque c'est bel et bien une activité qui est situable, même si elle n'a pas de lieu, voilà ce qu'on peut dire. Et d'autre part, il me semble que tout ce qui est en jeu et qui a tort, et qu'on a voulu expliquer ultimement à tort par le caractère manipulateur du personnage, d'accord, à savoir le secret, relève de la même chose, c'est-à-dire la visibilité la plus intense. J'emploie à dessein ce mot parce que je ne veux pas parler de présence. La visibilité la plus intense a lieu depuis le retrait le plus extrême. Donc, le secret est la chose qui est la plus visible en étant la plus déguisée. Là aussi, nous sommes dans une problématique qui est fondamentalement liée à l'écriture. Ce qui se voit n'est pas le visible de l'écriture. Ce ne sont pas les signes qui font la vision de l'écriture. Voilà. Donc, il y a là vraiment quelque chose qui me semble définir donc la situation comme pratique littéraire. Est-il vraiment nécessaire que je poursuive sur la question du classicisme? Je vais le faire sous la forme d'une notation extrêmement brève. La question du classicisme, si ça ne renvoie pas à l'idéalisation de l'esthétique grecque pour servir de norme discriminative des styles, la question du classicisme se pose de manière assez caractéristique en France, et justement, on va dire en concurrence, en incompatibilité ou en relation de détournement, justement, française, du baroque. La référence baroque, elle est assez présente dans la société du spectacle. Il me semble que ce glissement vers le classicisme, il s'explique, il faudrait rentrer dans beaucoup de détails, donc il s'explique peut-être par, je vais l'illustrer, je ne vais pas l'expliquer. En architecture, particularité classique française, il y a cette chose tout à fait extraordinaire qui s'appelle le pilastre. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Le pilastre, c'est cette petite colonne en bas-relief, n'est-ce pas, qui est collée sur le mur. Engagée. Qui est, en fait, engagée. Elle est posée, hein, il y a des tout petits, enfin, tu as des pilastres engagés, mais tu as des pilastres, les pilastres plats qui font, je sais pas, 1 centimètre. Ouais. Donc, voilà ce pilastre qui est là et qui est bel et bien ce dispositif pour créer la profondeur dans le plan. On va dire la réalisation, il y a des réalisations de l'architecture classique, bien sûr, mais où va se développer justement cette profondeur du plan de manière absolument essentielle en France, eh bien, c'est dans le champ de la langue française. C'est-à-dire que, alors que dans tous les autres pays d'Europe, on a un développement multiple des arts, le champ classique en France va se réduire, se concentrer plus exactement, s'intégrer, si je voulais m'amuser, dans la littérature. Alors, je ne vais pas me prononcer ici maintenant sur les raisons de cette
concentration de cette intégration, mais il me semble qu'il y a à s'interroger là sur une plasticité spécifique de la langue française qui a fait qu'à ce moment, elle a pu, en plasticité, l'emporter sur d'autres formes esthétiques. Voilà, c'est quelque chose qui vous sautera peut-être aux yeux tout à l'heure. Et en tous les cas, il me paraît que c'est quelque chose qui doit être pris en considération pour comprendre, n'est-ce pas, tout ce qui va avoir lieu dans les pratiques des avant-gardes avec le collage, le collage, le calligramme, les métagraphies. C'est-à-dire l'idée qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier. Et depuis Apollinaire. Voilà. Je terminerai sur ceci, que bien sûr on peut considérer que l'écriture, à beaucoup d'égards, est le mode privilégié pour rendre visible l'invisible. On a véritablement quelque chose qui se met donc en place chez Guy Debord, où le style, ou bien les styles de Guy Debord, eh bien, sont là pour rendre visible quelque chose qui ne l'est pas, autrement dit pour faire surgir une vision de l'abrutissement du voir. Autrement dit, par l'écriture, la théorie est là pour activer quelque chose qu'on peut appeler la vision poétique. Et à mon avis, cette vision poétique, elle est très présente dans les lettres à Hervé Falcou du début, et la théorie va finalement servir à activer, je dis pas à réactiver, je précise bien ça, donc à réaliser, si on veut, ce qui est en jeu dans les débuts, dans l'enfance, et qui s'exprime dans les lettres à Falcou. Et il s'agit bel et bien de faire rentrer ça dans le monde, autrement dit, de réaliser la philosophie. Je termine par une évocation rapide du cinéma de Guy Debord, qui met en évidence cette fonction particulière de l'écriture et de la parole qui s'y donne à entendre. Je pense que la voix monocorde de Guy Debord est vraiment là pour présenter quelque chose qui est une parole comme un texte, une parole écrite. Ce que montre le film, donc, avec les sous-titres ou avec cette parole monocorde, c'est que finalement l'écriture est la bande-son qui met donc en situation et qui nous rend vivable le monde des images. Voilà. Des images. Voilà. Des images. Voilà.